Je vous invite donc à regagner vos places, puisqu'on va commencer la session sur la relation d'accompagnement. Et donc, pour cette session, on va accueillir Pierre Le Seufel, qui va nous parler donc de l'entretien d'explicitation comme moyen d'accès à la posture d'accompagnement des formateurs. C'est bon, il est où? C'est bon? Oui, vous m'entendez? C'est bon? Il faut parler un peu plus fort. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme les collègues précédemment, je vais présenter plutôt de la méthodologie et comment je m'y suis pris pour analyser du verbatim et en tirer des postures. Et pour un peu changer, on sera en sciences de l'éducation. Voilà. Donc, premièrement, je vais commencer avec un positionnement, enfin, un éclairage théorique. On se situe en psychophénoménologie, qui se définit comme la psychologie de la subjectivité. Et je me suis appuyé sur les travaux de Vermeersch, en fait, qui utilise notamment l'entretien d'explicitation comme méthode d'accès à ce qu'il appelle le pré-réfléchi. C'est-à-dire qu'avec l'entretien d'explicitation, qui est un ensemble d'outils de questionnement efficace, on cherche à faire passer des informations de ce qu'il appelle le pré-réfléchi, des informations latentes, vers le réfléchi pour opérer de la prise de conscience. Donc, cet entretien, il est basé sur un questionnement efficace et sur un ensemble de techniques qui prend en compte le verbal et le paraverbal. Et ce qu'on va investiguer, c'est plutôt les procédures et liées à un vécu. Et on va essayer, dans le questionnement, de tisser des relations entre cette action et... hop. Oui, je crois que je suis passé sur les notes. Attendez. Voilà. Et les buts, c'est-à-dire que l'action liée au but va nous préciser s'il y a une efficacité dans l'intervention. Du lien entre le procédural et les savoirs pour savoir si cette action est légitime, comment le contexte viendra orienter l'action, et puis également les jugements qui sont attachés à ce que la personne se dit en fonction de l'action qui a été posée. Donc, partant de là, on considère deux personnes, un intervieweur et un interviewé. L'intervieweur va chercher avec l'interviewé à partir d'un vécu qu'on appelle spécifié, donc quelque chose qui s'est réalisé, et donc du coup va chercher à positionner la personne dans ce que Pierre Vermeersch appelle l'évocation, c'est-à-dire être beaucoup plus présent à la situation évoquée qu'à la relation duel avec l'intervieweur. Donc du coup, pour ce faire, l'intervieweur, il va chercher à faire ce qu'on appelle de la fragmentation. La fragmentation, premièrement, qui est horizontale, c'est-à-dire que comme on travaille sur du vécu et des souvenirs, il ne se donne pas de manière chronologique tout de suite. On va partir d'abord de ce qui vient, et par un questionnement d'aller-retour, et avant et après, on va permettre à la personne de pouvoir faire émerger sur une frise chronologique en fait, les différentes actions. Et pour chacune des actions, ce que l'intervieweur va chercher à faire, c'est à essayer de fragmenter cette action en sous-opérations et en micro-opérations, en relançant sur les verbes d'action. Et quand tu fais ceci, comment tu t'y prends pour le faire? Et donc, on va aller chercher la procédure. Et comme je vous l'ai dit, tout ce qui est en lien avec ce que Vermeersch appelle les satellites de l'action. Voilà. Donc, ce qui permet après d'avoir une activité de l'individu. Voilà. Donc, une fois que l'entretien est mené, le tout, c'est qu'on obtient, parce qu'il a été capté par audio, en fait, c'est de transcrire, d'avoir un verbatim et de travailler à partir de là. Donc, l'exemple que je vais vous prendre fait partie d'une étude beaucoup plus grande où on avait cherché à évaluer l'efficacité d'un dispositif de formation en créant deux groupes, un groupe expérimental et un groupe contrôle. Et ici, je vous parle de l'étude qui a concerné la documentation de la posture avec deux formatrices en technologie de la coiffure. L'une était dans le groupe expérimental en bleu, l'autre étant dans le groupe contrôle.
mais c'est une autre étude. Je vais pas prendre. Je reviens juste sur l'aspect méthodologique, où comment on a essayé de documenter la posture et la logique lorsqu'elles intervenaient auprès d'un apprenti pour les accompagner sur un vécu d'entreprise. Alors nous, ce qu'on entend par posture ici, c'est vraiment l'intentionnalité au moment où j'accompagne. Et surtout, c'est le positionnement qui peut s'appréhender au travers non seulement des gestes, mais aussi du discours. Voilà, il est important de le préciser parce que là, on va être dans de l'analyse de verbatim et le discours, en fait, peut aussi se saisir au travers... la posture peut aussi se saisir au travers du discours. Et voilà comment on a procédé. D'accord. Donc, d'abord, après plusieurs écoutes, les données font l'objet d'une transcription, ce qui nous donne un verbatim. Ensuite, de ce verbatim, on va tirer des thématiques. On en a 5. La première, c'est qu'on va chercher dans tout le texte le nombre d'actes et de cognitifs moteurs en fait, qui ressortent. Et liés à ces actions, on va chercher des buts qui sont énoncés, le contenu attentionnel, à quoi je fais attention, l'arrière-plan décisionnel, en fait, qu'est-ce que je cherche à faire derrière, et puis les états internes. Donc, tous ces éléments-là sont codés par couleur et mis dans le verbatim. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que le résultat sera organisé sous forme de tableau ensuite. Alors, ce tableau, je crois que... Ce tableau, en fait, il a deux fonctions. D'abord, rappelez-vous, comme la verbalisation ne s'obtient pas de manière chronologique, on va chercher à le retrouver dans les verbatims. Donc, on va reconstruire les étapes temporelles du déroulement de l'action. Et ensuite, dans le tableau, on va essayer de déplier le tableau sur tout ce qui se passe en même temps. Donc, la synchronicité aussi des éléments. Et donc, on aura les actes, les buts, le contenu attentionnel, l'arrière-plan décisionnel, par exemple. Et si je vous donne un exemple, je fais des petits tambours qui apparaît en réplique 14, en fait, c'est la première action qui est pourtant posée. Donc, le tableau nous permet de dire que je fais des petits tambours, je lui envoie, essaye d'imaginer la cliente au bac. Pourquoi je fais ça? Parce que le plus important, c'est de voir comment elle arrive, à travers son activité, à mettre en pratique les différentes théories qu'elle a pu voir sur la permanente. À quoi je fais attention? Je vois qu'à cette étape, tout le monde est attentif parce qu'ils écoutent, ils la regardent, puis elle ne prend pas souvent la parole. Et ça me sert à quoi? C'est que j'ai besoin de cette réaction pour elle aussi, parce que si les autres font autre chose ou sont dans leur portable, etc. Donc tout ce travail-là est comptabilisé dans un tableau qui est très long et qui demande beaucoup de temps puisqu'il faut reconstituer le fil temporel et ensuite la synchronicité. Donc par exemple, pour la deuxième formatrice, on a, je lui dis que j'ai pris note et je lui dis, mais quand même, avant que j'intervienne, est-ce que tu ne pourrais pas, sans t'emporter, si tu montrerais que tu es un adulte, voir avec ton patron et lui dire ce qui te dérange, parce que tu n'es plus un enfant maintenant. Le but, c'est de le responsabiliser, ne pas chercher à se mettre tout le temps derrière un adulte, etc. À quoi je fais attention? Je regarde un peu, je fais attention à lui, je l'écoute, mais ça ne m'empêche pas d'avoir un regard à côté sur les autres. Et pourquoi faire également? Qu'est-ce qui est derrière ma tête là? C'est parce que la semaine prochaine, je devrais aller voir son employeur, etc., etc. Donc, ces deux éléments, on a deux tableaux ici. On a un tableau d'une formatrice qui intervient à un moment prégnant pour l'apprenti et une autre, en fait, qui est dans le groupe contrôle qui fait la même chose, nous permet, en fait, d'avoir en synthèse une posture. Alors, sur M, qui fait partie du groupe expérimental, elle va plutôt, dans ses interventions, choisir une expérience qui a plutôt été réussie par les apprentis. Elle va chercher à faire émerger des procédures chez cet apprenti. Cela se fait devant le groupe des apprenants. Donc, elle le sert comme exploitation. Cette exploitation, elle le sert comme moyen de
d'intégrer en fait de la ressource dans les formations qu'elle dispense. Alors que de l'autre côté, on a S qui fait plutôt dans ses interventions des choix d'échecs, des choix. Elle va plutôt rester au niveau des commentaires qu'elle va faire et des préconisations qu'elle va donner aux apprentis. Les situations sont plutôt traitées à son bureau et elle exclut le groupe de ce qui se passe en entreprise parce qu'elle voit cette situation comme un obstacle qui va créer en fait une polémique et qui va lui faire perdre du temps dans les interventions. Donc dans deux cas, on a moi ce que j'ai appelé la posture psychophénoménologique où on va s'appuyer sur ce qui a été fait ailleurs, on va le traiter au niveau de la classe, on va l'utiliser comme élément pour aller plus loin. Et de l'autre côté, on a un traitement plutôt privé où on ne se mouille pas, où chaque institution, le centre de formation et l'entreprise a son rôle et l'apprenti a trouvé lui-même ce qu'il doit faire entre les deux. Voilà. Voilà globalement comment j'arrive à tirer du verbatim de posture. Alors, il faut savoir que c'est une étude beaucoup plus grande. Ce que je ne vous dis pas, c'est qu'il y a également des observations. Alors, tout du long, elles ont été suivies pendant une année. Les observations permettent de sélectionner les moments qui vont être interrogés en entretien d'explicitation. Et en fait, les observations, les entretiens peuvent être menés sur des accompagnements qui ont eu lieu en début d'année. Ça n'est pas forcément en fin d'observation qu'on mène les entretiens, puisque c'est la capacité de l'intervieweur à rendre prégnante la situation vécue, même si elle a eu lieu il y a 2, 3, 4 ans, en fait. Voilà. Donc, je suis dans les temps. Je vous remercie pour votre attention. Des questions? Merci pour cette présentation. Oui. Oui. Merci. Merci de cette présentation. C'est vrai que c'est pas toujours facile de présenter des méthodologies comme ça. En tout cas, pour l'avoir utilisé, toute la difficulté, c'est de mettre l'individu dans la situation du vécu de l'action. Est-ce que vous, parce que en fait, on s'aperçoit que tout de suite, il est plutôt dans une analyse ou une méta-analyse que vraiment revenir sur le vécu. Est-ce que vous avez déjà développé des stratégies ou des compétences pour pouvoir finalement les positionner dans ce rapport au réel? Et la deuxième, quand vous traitez ces données, est-ce que vous en arrivez jusqu'à une modélisation de ce qu'ils font sur comme ils font par exemple en didactique professionnelle, une modélisation de l'activité? Alors, oui, bonne question. Alors, on arrive à quelque chose de schématique comme ça, qu'on arrive à avoir. Et mes travaux se situent en didactique professionnelle, c'est-à-dire qu'on analyse l'activité en vue de mettre en place après des formations pour développer les compétences. Donc, l'idée, c'était d'intervenir au CFA, d'analyser l'activité qui se déployait dans l'accompagnement et après, effectivement, de mettre en place les formations qu'il fallait notamment. Et exactement. Et c'est pour ça qu'on a pris la comparaison entre une qui était dans le groupe expérimental et une qui était dans le groupe contrôle pour essayer de voir en fait l'effet de la formation et le fait de dispenser cette formation sur leur posture en fait pour savoir si finalement c'était efficace de les former à la méthode. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, alors oui, je suis formateur en entretien d'explicitation, donc je suis habilité, je délivre des formations. Et la difficulté, c'est que ça demande une formation, premièrement. Deuxièmement, c'est que quand on veut placer quelqu'un plus proche du vécu que dans l'explication, en fait, il faut partir sur un questionnement qui renvoie et qui maintient cette personne en prise grâce à des questions sensorielles qui permettent à la personne en fait de voir défiler sous ses yeux la situation et on le fait justement en lui disant essaye, est-ce que tu vois, etc., pour essayer que la personne soit beaucoup plus dans la description de ce qu'elle voit se dérouler sous ses yeux que de sortir de ce cadre-là et vouloir nous expliquer les éléments. Et donc du coup effectivement en entretien d'explicitation on n'a pas tant besoin que la personne sache dire ce qu'elle sait déjà dire seule. Ce que dit Vermeer, c'est qu'il faut qu'on arrive avec un questionnement, à lui faire aller chercher les informations pour pouvoir en fait faire passer ces éléments à non conscientiser vers le conscientiser grâce à la verbalisation.
sais pas si ça répond à... Ouais. Mais oui, bien sûr. Oui. Et la difficulté, c'était dans ce travail-là, puisque je me situe aussi en didactique pro, c'est que la didactique professionnelle a développé ses outils, notamment le debriefing, etc., et expliqué que l'utilisation de l'entretien d'explicitation permet d'analyser l'activité. Et derrière, il faut de la technique, il faut pouvoir le montrer. Et voilà, donc... On a encore un peu de temps pour une autre question, éventuellement. Merci pour la présentation. Dans le giron de la formation continue, il se développe beaucoup l'action de formation en situation de travail. Les AFEST. Et les AFEST. Et en voyant toute cette méthodologie, je me dis qu'elle a tout le lieu en fait de pouvoir s'appliquer. Oui. Parce que c'est aussi pendant la réalisation d'actions qu'on invite en fait les participants par un peu boucle de rétroaction, de penser, de décrire le geste, et notamment sur des activités techniques comme celle-là. Donc voilà, c'était un peu une question ouverte, savoir si ça avait lieu de pouvoir être développé dans ce secteur-là. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est dans ce cadre-là, puisque moi je me situe en didactique professionnelle, où on est sur des professionnels, où on va sur le lieu où se situe en fait l'action, et on arrive à faire verbaliser pour mettre en place des conditions d'efficacité et d'efficience, en tout cas. Oui, dans ce cadre-là, dans les AFEST, oui, mais ça rentre totalement dans ce cadre-là, oui. On va passer à la personne suivante. Donc, qui va nous parler. Le rôle est énorme. Au début, je n'y pensais pas. Une étude qualitative des répercussions psychosociales et de la construction du rôle d'aidant familial. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord au comité d'organisation de Coladis d'avoir retenu ma candidature. Effectivement, je vais vous parler aujourd'hui d'une étude que j'ai menée dans le cadre de ma thèse. Je me présente donc, Nino Pollens, je suis doctorant CIFRE au conseil départemental du Morbihan. Donc, une université Bretagne Sud de l'autre côté de la France, pour celles et ceux qui ne situeraient pas forcément la Bretagne. Avant toute chose, je trouvais intéressant de vous rappeler quelques éléments de contexte qui précèdent en fait la recherche. D'une part, un vieillissement de la population qui est factuel, avec une augmentation de la part des plus de 75 ans qui va atteindre 10% d'ici 2050, et d'autre part, une préférence pour le maintien à domicile, enfin pour le vieillir à domicile, qui, en articulant ces deux facteurs, opère un déploiement massif du virage domiciliaire et des politiques de maintien à domicile. Maintien à domicile qui est permis par plusieurs acteurs, aussi bien non institutionnels, les associations, qu'institutionnels. Là, on fait référence aux EHPAD, à tous les services d'aide à domicile. Mais, vous n'êtes pas sans le savoir, tous ces acteurs connaissent aussi des difficultés financières et humaines qui viennent un peu freiner ce déploiement de maintien à domicile. Par ailleurs, récemment, il y a la loi ASV, donc Adaptation de la société au vieillissement, qui reconnaît le statut d'aidant familial et d'aidante familiale qui sont des acteurs aussi du maintien à domicile. Avant d'aller plus loin, je trouvais intéressant de repréciser ce qu'était une aidante informelle, une aidante familiale ou un proche ou une proche aidante. C'est toute personne qui apporte de l'aide quotidienne dans les actes de la vie quotidienne à une personne qui est dépendante en raison de son âge, d'un handicap ou d'une maladie. Je parle de proche aidante parce qu'en France, 60% des aidantes sont des femmes, dont 90% quasiment sont issues des cercles familiaux. On en distingue deux sous-populations, donc les conjointes aidantes qui ont un âge moyen qui s'articule autour de 78 ans et les enfants aidantes qui ont un âge moyen qui est beaucoup plus bas, donc aux alentours de 51 ans. L'aide qu'elles apportent est très diverse. Ça va d'une aide instrumentale, donc comme les courses, les tâches administratives ou plein d'autres choses très techniques, une aide organisationnelle sur la gestion du planning et une aide psychologique qui se traduit par un soutien moral, mais également une vigilance permanente. Au regard de toutes ces aides, c'est assez logiquement qu'on peut décrire un engagement familial très fort et donc un rôle plutôt crucial des aidantes dans le maintien à domicile. Cette aide-là n'est pas sans conséquences, puisque plusieurs études le montrent. On distingue des conséquences professionnelles, familiales, sociales, sanitaires. Je vous épargne les détails. Les plus importantes restent le risque d'épuisement accru et nécessairement un risque de mortalité accrue. Pour prévenir ce risque d'épuisement et de mortalité, plusieurs théories ont déjà été élaborées et il y en a une qui est intéressante et que je mobilise aujourd'hui, c'est la théorie de l'identité de rôle. Cette théorie-là, elle stipule que l'image qu'on a de son rôle peut influencer le vécu de l'aidance.
Ce qui est intéressant de regarder, c'est comment se forme ce rôle d'aidant. Alors, c'est Montgomery et Kosolski en 2013 qui théorisent ce développement de rôle. Au tout départ, chacun endosse un rôle initial, donc un rôle de parent, un rôle de conjointe, un rôle d'enfant, qu'importe. Et l'entrée en dépendance engendre un développement insidieux du rôle d'aidant. Ce rôle d'aidant vient massivement se développer avec la demande de soins qui s'accroît, puisque plus la dépendance augmente, plus la demande de soins augmente. Au moment de l'augmentation de la demande de soins, il y a une sorte de tension qui existe entre les rôles, puisque le rôle d'aidant vient chevaucher les anciens rôles initialement endossés par la personne qui endosse le rôle d'aidante. Et cette personne-là, souvent l'enfant ou la conjointe, réévalue ses comportements pour réduire une sorte d'incohérence et donc satisfaire les attentes inhérentes au rôle d'aidante qu'elle endosse. In fine, on voit apparaître que le rôle d'aidant est complètement intériorisé et devient le rôle principal. À la lumière de cette théorie-là, moi je me suis demandé dans ma thèse au tout début comment on pouvait mieux comprendre la perception du rôle d'aidant et, à travers cette meilleure appréhension, en identifier des stratégies concrètes pour finalement adapter des dispositifs de soutien pour réduire l'épuisement des aidants familiaux. 3 objectifs très concrets: comprendre la perception des aidantes naturelles, en identifier les besoins spécifiques et proposer des améliorations concrètes en termes de politique publique. Pour ce faire, on a mené une étude qualitative qui se base sur 2 stratégies de recrutement. La première, c'est une diffusion via la presse régionale, donc un simple appel à candidature dans l'Ouest de France, et la seconde, c'est un recrutement par boule de neige. Par ailleurs, on a également construit un guide d'entretien qui visait à explorer des dimensions en lien avec notre problématique précédemment présentée. Donc, d'une part, les situations d'aidantes et d'autre part, les expériences de l'épuisement des aidantes. En termes de procédure d'analyse des données, on s'inscrit dans l'analyse thématique réflexive de Braun et Clark 2006, qui est une analyse thématique qualitativiste qui se décompose en 5 phases. Donc, un peu comme l'analyse phénoménologique, d'abord une transcription et une relecture pour se familiariser avec ces données. Ensuite, une génération de codes initiaux. Alors, les codes initiaux, c'est vraiment l'idée de ce verbatim-là, à quoi est-ce qu'il me fait penser. Et donc, de façon très simple, on la note. Ces codes-là vont pouvoir ensuite se regrouper en thèmes, qu'on va ensuite réexaminer à travers des cartes thématiques que je vous présenterai juste après. Et ensuite, on affine ces thèmes par discussion entre pairs. Donc, c'était moi avec mon équipe de recherche qui m'encadrait. L'ensemble de ce processus-là mène nécessairement à la production du rapport ou à une présentation, comme je suis en train de le faire là. Donc, on a analysé 26 entretiens auprès d'aidantes familiales massivement qui accompagnaient différentes situations de dépendance, aussi bien des maladies neurodégénératives, des accidents vasculaires cérébraux, du handicap ou des maladies chroniques. 3 résultats découlent de notre interprétation. Le premier, c'est la grande thématique de la prise en charge de la dépendance qui implique une réorganisation quotidienne de l'aidante. Cette réorganisation se traduit par 2 choses. D'une part, le réaménagement spatial, c'est tout ce qui va être réadaptation de la salle de bain, l'élargissement des portes pour que les fauteuils puissent passer, la barre dans la douche, placer le lit au rez-de-chaussée pour que la personne dépendante puisse vivre tranquillement dans son logement. Et la gestion des contraintes temporelles, qui est plutôt une réorganisation de l'agenda quotidien de l'aidante, centrée sur les besoins de la personne dépendante. Donc plutôt que de rentrer chez soi, aller prendre un café le midi entre midi et 2, ou manger avec ses collègues, on passe voir papa, maman, qu'importe, qui a besoin d'aide et qui a besoin de soutien moral. Par ailleurs, on a aussi observé des relations entre les aidantes et les institutions qui sont assez ambivalentes. D'une part, on remarque un soutien effectif, apprécié, de la part des associations, mais ces aidantes témoignent aussi d'un fardeau administratif inhérent à la réalisation des dossiers administratifs pour placer son proche en EHPAD et sur le champ du handicap pour placer son enfant dans un établissement adapté. Enfin, la dernière grande thématique qui se dégage de nos analyses, c'est les répercussions psychosociales qui sont multiples, avec 2 perspectives. Aussi bien les aidantes arrivent à percevoir une augmentation de l'irritabilité, de la fatigabilité, donc c'est ce que j'ai appelé perspective individuelle, mais aussi bien elles considèrent aussi les perspectives interpersonnelles et toutes les conséquences qui dépassent finalement la dyade aidant-aidé. Le fait qu'on désinvestisse le rôle conjugal, le fait qu'on ne s'occupe moins de ses enfants, etc., etc. Ce qu'il est assez intéressant de voir, c'est la façon dont ces thématiques-là s'articulent d'un point de vue psychologique. C'est qu'il y a plusieurs choses qui s'en dégagent. D'une part, des dynamiques identitaires qui sont multiples et qui sont surtout interdépendantes entre la perception du rôle qu'on a et la perception que les autres ont de notre rôle. On l'a évoqué à un instant, les aidantes repèrent ces répercussions-là, mais ça ne veut pas dire qu'en repérant ces répercussions-là, on s'identifie en tant qu'aidante. Donc, il y a un endossement du rôle qui est différent. Le soutien prend diverses formes.
comme on l'a évoqué à l'instant, le soutien il peut provenir soit des associations, soit des solutions beaucoup plus techniques comme le réaménagement spatial. Et effectivement, le troisième facteur, c'est le facteur de vulnérabilité. Donc on observe finalement un facteur d'accroissement de la charge mentale inhérent à la charge administrative et un sentiment d'exclusion et d'impuissance qui se traduit vraiment par l'idée que les institutions font tout en sorte pour qu'on ne puisse pas être aidé. Et c'est vraiment un verbatim qui est assez fort, je trouve, et c'est pour ça que je vous le donne. Et toutes ces thématiques-là, quand elles s'articulent, elles façonnent finalement une identité d'aidante qui est manifestement très multiple et très variée, et qui dépend de plusieurs variables intra-individuelles et inter-individuelles. Il y a des études qui l'ont montré, c'est Cooper en 2021, qui décrit 4 identités de l'aidante, que nous, on reconnaît aussi dans nos données, notamment l'aidante prisonnière, qui traduit un vécu beaucoup plus négatif, puisque cette aidante-là, quand elle décrit cette identité-là, fait face à des niveaux de stress qui sont plus élevés et témoigne d'une santé physique plus faible. L'ensemble de ces identités-là, elles sont développées comme étant statiques. Et nous, on a observé quelque chose qui était assez intéressant, puisqu'on a presque l'impression que l'identité est dynamique. Si vous voulez, en quelque sorte, en fonction du vécu dans lequel se situe l'individu, on peut passer d'une aidante prisonnière à une aidante délivrée. 2 minutes. Et après, j'ai fini, c'est vrai. Donc, on nourrit l'hypothèse que le rôle d'aidant pourrait être influencé par les relations interpersonnelles. Je m'explique. Vous l'avez vu en amont, nos aidantes entretiennent des liens différents en fonction des personnes qu'elles accompagnent. Et chez les enfants aidantes, l'identité de rôle apparaît comme temporaire. En quelque sorte, dès lors que le proche va rentrer en institution, va décéder, le rôle d'aidant sera délaissé et on pourra réinvestir d'anciens rôles sociaux qui ont été désinvestis. A l'inverse, chez les conjointes aidantes, l'identité du rôle d'aidante constitue souvent, ou manifestement, à mon sens, le dernier rôle de la trajectoire de vie de la personne. Autrement dit, même quand l'individu est placé en institution, le rôle d'aidante ne s'arrête pas là. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie d'une part que les trajectoires des aidantes sont multiples et dépendent de diverses variables intra- et interpersonnelles, et que manifestement l'accompagnement de l'aidante doit aussi tenir compte de cette diversité pour s'ajuster en conséquence. Autrement dit, on n'accompagne pas de la même façon une aidante qui est enfant de son parent qu'une aidante qui est conjointe d'une personne dépendante. Plusieurs limites sont évoquées dans cette étude. D'une part, on a beaucoup de personnes, et j'en discutais avec des personnes juste avant, on a beaucoup d'aidantes qui s'identifient ou qui sont déjà engagées dans le processus d'identification de rôle, puisque l'appel à la communication faisait référence au terme aidante. Donc nécessairement, ce sont des gens qui sont avancés dans cette perception-là. On a une sous-représentation des milieux ruraux et une manque de diversité avec une faible représentation des hommes aidants, qui représentent quand même 30 à 40% de la population. Au regard de nos résultats, ce qui est intéressant et ce que je développe dans ma thèse, c'est l'effet du lien sur le proche aidant pour adapter d'une part l'accompagnement des aidantes, mais également réfléchir à l'influence du lien sur d'autres comportements, type recours à l'aide, notamment vis-à-vis des dispositifs existants. Je pourrais en discuter bien plus longtemps autour des questions. Je vous remercie pour votre attention. Je vous laisse avec mes références bibliographiques. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. On va passer aux questions. Merci pour la présentation, elle a été très bien. Juste une question sur l'un des derniers points que vous avez évoqué. Vous avez évoqué que, en tant que conjoint ou conjointe d'aidant, et celle-ci effectivement, c'est généralement donc le dernier rôle significatif. Est-ce que c'est parce que vous avez principalement eu donc des personnes âgées, ou est-ce que vous avez eu potentiellement donc des conjoints plus jeunes, justement, de conjoints par exemple de personnes handicapées ou Merci pour votre question. L'idée que le rôle d'aidant constitue souvent le dernier rôle de la vie, c'est très vrai pour les conjointes qui accompagnent des maladies neurodégénératives, pas forcément pendant le handicap. Et en fait, c'est là où c'est toute la limite de l'administration française, c'est que dès lors que vous avez plus de 60 ans, même si vous étiez handicapé avant, vous passez dans la catégorie personnes âgées. Donc vous pouvez avoir une personne qui avait un handicap, qui passe 60 ans et qui du coup se transforme en personne âgée. Donc il y a cette notion-là à prendre en compte. Et le rôle dans l'accompagnement du handicap est beaucoup plus multiples. C'est-à-dire que souvent, ce sont des parents d'enfants en situation de handicap qui sont de façon très ambivalente entre le rôle de parent, le rôle d'aidant. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui relève de mon rôle ? Qu'est-ce qui me relève de mon rôle d'aidant ? Donc, cette perspective-là, elle s'applique uniquement aux conjointes aidantes de personnes atteintes de maladies neurodégénératives ou de maladies chroniques. Et encore, les maladies chroniques,
techniquement, vous pourriez réinvestir des rôles sociaux précédemment désinvestis. Parce que si vous accompagnez je sais pas, votre mari atteint d'un cancer, ou votre femme atteint d'un cancer, bon, si elle décède à 65 ans, techniquement, vous avez encore 15-20 ans pour réinvestir d'autres rôles sociaux. Mais c'est pour ça qu'on reste prudent sur cette généralité-là. Moi, ma thèse, elle porte beaucoup sur personnes âgées dépendantes en raison d'une maladie et ou absence de pathologie définie, quoi. Je ne sais pas si c'était assez précis, mais on peut en reparler. Vous avez évoqué le fait que les aidantes étaient plus des femmes que des hommes. Donc, est-ce que vous avez donc quand même observé des hommes dans ce rôle-là? Et à ce moment, dans la typologie que vous nous avez présentée, où est-ce qu'ils se situent et quelle est la spécificité justement des hommes par rapport à le fait d'aider? C'est très compliqué d'interviewer des aidants hommes, parce qu'en fait, d'une part, il y a une sous-déclaration de l'aide, et l'aide, elle est beaucoup plus ponctuelle, beaucoup moins quotidienne. Donc, j'ai malheureusement pas eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'hommes aidants, et j'ai un peu du mal à les situer dans une de ces 4 identités-là. Je les placerais naïvement dans l'identité de l'aidant ou de l'aidante défaillante, parce que les hommes ont aussi beaucoup plus de facilité à recourir à de l'aide. D'une part, parce que dans leurs rôles sociaux, c'est plus accepté de leur part de faire appel à de l'aide sur des tâches de care, là où les femmes sont plus emprisonnées ou soumises à une doxa sociétale de... Mais en fait, c'est à nous de répondre présente sur ces questions-là. Donc, je ne saurais pas répondre précisément à votre question. Et il y a très peu d'études sur les aidants hommes d'un point de vue général, quoi. D'autres questions? Est-ce qu'on a encore un peu de temps, si vous souhaitez intervenir? Bonjour, merci pour l'intervention. En fait, ma question, elle se porte plus sur une ouverture suite à votre étude. Ok. Donc là, si j'ai bien compris, ça permet de faire... Il découle de votre étude plusieurs types d'aidants. Et je voyais dans la conclusion que ça permettait après d'adapter les formations, les aides des aidants pour... C'est ça que j'ai pas bien compris. Ce serait pour mieux accompagner les aidants, ça serait pour... Ouais, l'idée, en fait, c'est que derrière, on puisse déboucher sur des formations auprès des professionnels médico-sociaux pour assouplir, si vous voulez, la loi générale qui consiste à dire qu'un aidant ou une aidante, peu importe sa situation, reste un ou une aidante, quoi. Et donc, prendre en compte ces spécificités-là dans les dynamiques un peu entre les individus qui témoignent de besoins spécifiques. C'est-à-dire que on a mené une étude de focus group longitudinaux qui étudie aussi les besoins des enfants aidants par rapport à celui des conjoints aidantes. Et il s'avère que les enfants aidants ne témoignent d'aucune demande d'aide, ou alors d'aide en matière de formation, donc qui sont des choses qui existent, mais qui doivent s'adapter à un vécu d'enfant aidant, qui lorsque vous avez 39 heures semaine, vous ne pouvez pas être dispo le jeudi après-midi de 14 à 16 pour faire une formation sur les gestes et postures. Par contre, quand vous êtes conjoint ou conjointe aidante, vous êtes à la retraite le plus souvent, eh bien, vous pouvez vous rendre disponible pour cette question-là. Mais c'est techniquement pas les mêmes logiques d'accompagnement qu'il faut activer chez les professionnels. Donc c'est tout le but de la thèse à la fin, et potentiellement d'un postdoc auprès du conseil départemental, de former les professionnels du médico-social à adapter et adopter en fait cette posture de souplesse vis-à-vis de ce qui existe. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est clair, merci. Et du coup, ça soulève une autre question. Ça serait comment cibler les personnels du médico-social, parce que ça peut être extrêmement vaste. Ouais. Ça peut être les infirmières, etc. Je pense par exemple à une association dans laquelle j'ai eu l'occasion de faire un stage qui forme carrément des aidants de la maladie d'Alzheimer. Donc là, ça serait complètement adapté. Mais justement, comment aller trouver ces personnes qu'on peut trouver former? Les personnels du médico-social? Oui, à former. L'avantage, c'est que le conseil départemental est chef de file de l'action sociale et que du coup, il finance l'ensemble des acteurs médico-sociaux qui doivent, dans leur mission, identifier et accompagner les aidants, enfin, les personnes dépendantes et leurs aidants. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais
En gros, comme j'ai un poste central dans le conseil départemental, ça me permet d'identifier en fait tous les lieux sur lesquels la formation pourrait être intéressante et pertinente à développer. Et ça rejoint, je suppose que vous faites référence à France Alzheimer, mais ces formations-là sont aussi valorisées, en tout cas chez nous, sur le département du Morbihan, sont valorisées et sont proposées aussi par le biais de nos guichets uniques départementaux à des aidants et des aidantes qui n'auraient pas connaissance de ces formations-là. Merci beaucoup encore une fois et franchement je trouve que c'est du beau travail parce que je connais l'asso et je connais tout ce que ça implique, donc merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, merci pour cette présentation. Et on va maintenant laisser la place à Rodolphe Perchaud qui va nous parler des marqueurs de communication dans une relation d'accompagnement, le cas de la pratique des pères aidants. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup au comité d'organisation d'avoir retenu cette communication. Cette communication s'inscrit dans le secteur du travail social et du secteur médico-social à travers la question de la père-aidance. Alors, on peut voir ici le plan d'intervention. L'idée, ça va être de mettre en perspective le contexte de la pratique de la père-aidance et puis à travers différents principes qui sont généralement retenus dans les pratiques de père-aidance ou de soutien par les pairs, des marqueurs discursifs qui vont pouvoir nous aider un petit peu à, en tous les cas, essayer de modéliser la place du récit de vie dans la relation d'accompagnement. En termes de père-aidance, c'est une pratique qui est née à travers des mouvements d'entraide mutuelle dans les années 70, particulièrement dans le champ de la santé mentale, avec le postulat de départ de patients qui souhaitaient s'entraider en dehors des structures médicales. Dans les années 90, il y a une dimension plus institutionnalisée de ces pratiques, notamment avec des premiers pères aidants qui ont pu être embauchés dans différentes structures, notamment aux États-Unis et au Canada. En France, la pratique connaît actuellement un développement progressif. On est encore en train d'explorer et de développer la question de la père-aidance, mais on pourrait situer les premières pratiques institutionnalisées à partir de 2017. La père-aidance, il y a beaucoup de terminologies qui peuvent être utilisées. On parle de médiateur en santé pair, on parle de travailleur pair, on parle de père aidant, on parle de père expert. L'idée, c'est que chaque secteur peut avoir une dénomination. Si on essayait de les regrouper dans une grande famille, ça serait la question de la père-aidance. La père-aidance, finalement, repose sur un modèle d'accompagnement où des personnes qui ont elles-mêmes traversé des expériences, troubles psychiques, addiction, vulnérabilité sociale, précarité sociale, souhaitent s'entraider. C'est donc un modèle qui va favoriser ce qu'on appelle la réciprocité et puis la question d'être un soutien à l'autre dans le développement du pouvoir d'agir, c'est-à-dire finalement dans la question de l'autonomisation de la personne. Les objectifs de cette communication, c'est à travers des exemples langagiers de pouvoir finalement repérer dans le récit de vie ce qui va structurer, ce qui va renforcer la relation d'aide, d'examiner aussi ce qu'on peut retenir à travers des principes de père-aidance sur les questions de dynamique langagière, et puis modestement de proposer non pas un modèle, mais une forme de modélisation pour mieux comprendre l'impact de la père-aidance sur la réhabilitation psychosociale. Je vais essayer de mettre le diapo en grand. Le premier principe, c'est celui finalement de l'expérience partagée. On est parti du principe que la père-aidance, c'était utiliser son savoir expérientiel et le mettre au service de l'autre. Cette expérience partagée, elle repose finalement sur la reconnaissance mutuelle de l'expérience de vie. L'idée, ça va être de créer finalement une dynamique d'empathie et la question de la validation de l'expérience réciproque. Ici, l'idée, c'est le partage d'expériences personnelles permet d'établir une communication sur un plan émotionnel dans un premier temps. Le partage du récit de vie permet d'avoir un premier ancrage entre l'accompagnant et l'accompagné. C'est aussi l'idée de travailler sur des appartenances communes. L'idée de penser que, à travers cette relation accompagnant-accompagné, qui est bien souvent classiquement sur une relation, on va dire, dominant-dominé, dans la relation de celui qui accompagne et celui qui est accompagné,
la paire aidance, entre guillemets, va un petit peu casser ces codes et va rechercher aussi la question d'appartenance commune. Un exemple discursif. Tu sais, quand je traversais une période similaire, je me souviens que j'avais l'impression de marcher dans un brouillard épais, sans voir le bout du tunnel. Chaque jour semblait une montagne. Ce qui m'a aidé, c'est de m'accrocher à ces petites choses qui me rappelaient que je n'étais pas seul dans cette lutte. Les exemples discursifs que je vous évoque, c'est des exemples tirés de plusieurs entretiens semi-directifs avec des pairs aidants. L'idée, c'est qu'on remarque, en termes d'occurrence, un alignement narratif. Il y a beaucoup de métaphores qui sont utilisées dans la question de la relation d'aide. Le langage est vraiment un matériel d'accompagnement pour finalement aider à ancrer différentes images émotionnelles. Il y a aussi la question de la temporalité, le passage du vécu au présent par les questions ouvertes et le fait de créer un espace de résonance émotionnelle avec la précaution de dire « c'est pas parce que ça s'est passé comme ça pour moi que ça se passera comme ça pour toi ». Il y a en tous les cas l'évocation subtile de partage, de récit de vie et en tous les cas d'expérience intrinsèque. Alors on est aussi sur un principe de co-narration où en fait les deux interlocuteurs essayent finalement de trouver des alignements identitaires et des alignements émotionnels. Le deuxième principe, c'est l'égalité et la réciprocité. Comme je vous l'ai dit, on est aussi ici sur le principe d'une relation non hiérarchique. Le père aidant, finalement, est un tiers et il va tenter de mettre l'accompagné sur son pied d'égalité. Les échanges doivent donc être symétriques, avec la difficulté par ailleurs que chaque récit de vie ou chaque manière d'incarner un récit de vie peut être singulière. Le père aidant, il ne va donc pas se positionner ici comme un expert, mais comme quelqu'un qui est à côté d'eux. Finalement, comme un interlocuteur dont l'expérience permet finalement de renforcer la réciprocité ou de faire résonance chez la personne accompagnée. Un exemple discursif. Je sais que mon parcours peut apporter un éclairage, mais ta manière de voir les choses est tout aussi importante. J'aimerais vraiment comprendre comment tu te sens dans tout ça. Peut-être que ta perception peut même m'aider à voir les choses autrement. On voit bien ici les questions de réciprocité. Il y a la question de la valorisation mutuelle. L'expression tout aussi importante, mais en tous les cas, les deux interlocuteurs sur le même pied d'égalité. La question de la réciprocité discursive en demandant tout simplement « j'aimerais comprendre comment tu te sens ». Le père aidant, finalement, va encourager une participation active de l'accompagné en reconnaissant le vécu de son expérience. Et puis, la question de l'apprentissage mutuel. S'il n'y a pas un modèle de rétablissement, il y a en tous les cas différentes façons d'entrevoir le rétablissement, avec la possibilité, en tous les cas, de montrer la voie et la perspective selon laquelle l'accompagné peut aussi l'aider à évoluer. Et donc, c'est ce qui permet aussi de briser toute asymétrie dans la relation. Donc, il y a différentes résonances théoriques sur la question de la réciprocité dans les échanges langagiers, ou bien même sur la question de la construction d'identité personnelle, groupale, en tant que père aidant, ou même sociale. Et donc, c'est ce qui permet aussi parfois de balayer les rapports plus traditionnels dans la relation d'aide. Le troisième principe, c'est celui du pouvoir d'agir. On parle aussi d'empowerment, c'est-à-dire la capacité à reconnaître le vécu d'expérience comme une réelle compétence. Ici, on vise l'autonomisation de l'accompagné. Autrement dit, il s'agit de le mettre en perspective d'être acteur de son propre rétablissement. Donc, dans les manifestations langagières, on peut retrouver des éléments qui valorisent la capacité d'agir avec des discours assez incitatifs. Je suis convaincu que tu as déjà en toi les ressources pour surmonter cette épreuve. Parfois, ce dont tu as besoin, c'est d'un moment de recul pour réfléchir à tes priorités. À quoi ressemblerait la prochaine étape pour toi? Quelles actions pourraient t'aider à avancer vers ce que tu veux vraiment? L'idée de l'incitation du langage ici, c'est les questions qui engagent à renforcer le pouvoir d'autonomisation des personnes et puis également à valoriser la question des compétences. À travers le savoir d'expérience, c'est aussi de pouvoir le situer comme une capacitation à agir pour soi et, in fine, plus tard en tant que père aidant, à agir pour les autres. C'est aussi l'encouragement à la prise de recul, l'idée de réflexion. Donc on est aussi sur une construction de l'agentivité à travers le langage et puis la volonté aussi de renforcer le contrôle sur sa vie, tout simplement, par des échanges verbaux. Et là, on voit finalement le pouvoir du langage et le pouvoir du discours. Finalement, le récit de vie est un véritable outil
et j'ai envie de vous dire, est même l'outil principal utilisé dans la question de la pérédance. S'ensuit la question du soutien émotionnel. Alors, il est central dans la décomposition des principes de pérédance. Et encore une fois, j'en ai choisi quelques-uns, ils pourraient être beaucoup plus nombreux. C'est un pilier central parce qu'il faut à la fois combiner une écoute empathique et des conseils avisés. On le disait tout à l'heure, il faut aussi respecter cette question de la singularité des parcours et la question de l'authenticité. Quand bien même, il faut aussi projeter à travers des solutions concrètes l'introduction de solutions pratiques sans les imposer, puisque le pouvoir d'agir n'est d'autant plus efficace que lorsque c'est la personne elle-même qui a décidé de s'engager dans un parcours de rétablissement. Donc on est ici vraiment dans une question de co-construction. La question finale, si on pouvait la résumer, c'est est-ce qu'on pourrait réfléchir ensemble? Est-ce qu'on pourrait inciter la compagnie à participer activement à l'élaboration des solutions? J'ai participé à plusieurs espaces de formation des pères aidants, à leur professionnalisation, à des recherches notamment portées par le pôle en santé publique. Et il y a aussi la question du mouvement de la démocratie en santé qui amène à associer au pouvoir décisionnel les personnes concernées, ou autrement dit, parfois appelés les usagers de l'action sociale ou médico-sociale. Donc c'est un vrai cheminement que de co-construire avec eux des solutions qui les concernent eux-mêmes. Le dernier principe, c'est celui de la confidentialité et du respect. Alors ici, on est dans le contrat classique de communication, avec l'idée de la confidentialité et du respect mutuel, de se sentir en sécurité, de parler au nom du jeu, d'établir une relation de confiance réciproque. L'idée, ce n'est pas de faire en plus ou de contrecarrer ce qui est déjà mis en place à travers l'action sociale et des actions éducatives, mais d'être en complémentarité et d'être aussi en premier ressort le père aidant, celui qui peut avoir l'écoute attentive et celui, en tous les cas, qui peut permettre de libérer la parole parce que lui-même, dans sa trajectoire de vie, peut avoir des choses qui peuvent faire résonance. C'est aussi la question du respect de l'intégrité de l'autre, à travers le respect de la trajectoire de vie ou de l'importance accordée finalement à la condition de la personne accompagnée. On se situe aussi sur les questions de déstigmatisation, à travers la capacité aussi à casser des barrières d'autostigmatisation, d'autocatégorisation et de reconstruire une forme de recatégorisation à travers un groupe de pères aidants ou en tous les cas de ne plus faire sentir la personne comme simplement comme malportant ou malade, mais comme étant en capacité d'être un propre acteur de son rétablissement. Pour conclure, on peut dire que la père aidance s'appuie principalement sur le récit de vie, vous l'aurez compris. Il y a différents processus langagiers et ça peut être riche. Mon parti pris était plutôt de donner aujourd'hui des illustrations et des formes langagières à travers des extraits d'entretien. Ce que j'ai envie d'interroger, c'est la question du savoir d'expérience. On parle souvent de savoir académique, de savoir professionnel et du savoir expérience. Comment on arrive à situer nous-mêmes notre propre savoir d'expérience, sachant que tout à chacun, dans une relation d'aide ou dans une relation pédagogique, dans quelle mesure on pourrait convoquer un savoir d'expérience et faire en sorte qu'il puisse avoir finalement la même dimension qu'un savoir académique ou finalement un savoir d'expérience professionnelle. Dans un contexte de réhabilitation psychosociale, la père aidance, en tous les cas, est quelque chose qui est en train d'être acculturé aux différents secteurs, notamment dans le travail social, comme je vous le disais en introduction, et dans le secteur médico-social. Et en tous les cas, ça peut nous donner différentes perspectives pour des recherches-actions collaboratives. Alors, à travers la recherche-action collaborative, on a souvent l'idée de comment on pourrait arriver sur des choses pratiques. Mais en tous les cas, ça peut nous amener aussi à réfléchir à des modèles conceptuels sur ces questions et la place de ces savoirs. Merci beaucoup. J'ai peut-être dépassé un petit peu. Oui, un petit peu. Je vous remercie de votre attention. On va passer aux questions. Ici, j'ai une question. Alors, c'est très intéressant. Est-ce qu'il existe des formations pour ça? Parce qu'il y a 5 principes qui sont énoncés. J'imagine que ça ne va pas de soi. Ce n'est pas parce que moi j'ai vécu quelque chose que du coup je rentre en père aidance.
Il y a différents types de formations qui vont de la participation, c'est-à-dire amener des personnes concernées à être des représentants, et notamment qui pourront, et à travers la question aussi des proches aidants, pouvoir aussi être représentants et faire avancer aussi ces questions. Et puis des formations, il y en a. Par contre, aujourd'hui, elles ne sont pas reconnues comme étant certifiantes ou diplômantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le père aidant n'est pas un métier, comme l'éducateur spécialisé ou comme l'accompagnant éducatif et social. Donc il y a un mouvement, en tous les cas, qui tend à vouloir faire reconnaître ces pratiques. Aujourd'hui, c'est plus la question de monter en compétences et surtout donner des outils pour rendre plus mature la transmission de son savoir d'expérience. Parce que, comme vous l'imaginez, ça nécessite aussi de pouvoir s'ancrer soi-même dans un processus de rétablissement, mais aussi de pouvoir engager la question de le rendre pédagogique ou de pouvoir le transmettre aux autres. Donc c'est en mouvement, mais il n'y a encore rien vraiment on va dire, d'instruit et de reconnaissance en matière de diplôme ou de certification. D'autres questions? Moi, j'ai une petite question, en fait, par rapport à l'analyse que vous avez réalisée. C'est une analyse de contenu essentiellement. Et je me demandais s'il n'y avait pas d'autres indicateurs possibles qui ne seraient pas forcément du contenu et qui pourraient être parlants par rapport à cette démarche. Alors, merci beaucoup. Ça, c'est un bloc finalement d'une recherche à 3 étages. On a diagnostiqué des représentations mutuelles, on a fait des focus group aussi pour confronter la vision que peuvent avoir des professionnels des pères aidants et la vision que des pères aidants pourraient avoir des professionnels et de leur relation d'aide. Donc ici, c'est vrai que mon parti pris, c'était plutôt de donner des illustrations, mais on a en tous les cas des éléments et des indicateurs basés aussi à travers de la méthodologie. Voilà, c'était mon parti pris aujourd'hui, mais en tous les cas, ça en fait partie. Ça en fait partie. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Il y avait une question du point de vue un peu méthodologique, parce que vous dites que vous travaillez du coup avec d'entretiens semi-directifs, mais j'aimerais savoir comment ils sont organisés pour laisser la place au récit de vie et en même temps à la co-construction dont vous avez parlé avec le père aidant. Alors, ça a été de nombreuses discussions dans le groupe de travail. L'idée, c'était de mettre en évidence des questions qui sont les plus ouvertes possibles. C'était ramener les personnes à conceptualiser ce qu'est la père aidance sans en donner une prédéfinition, de confronter aussi la père aidance à travers différents secteurs d'intervention, parce que ça peut prendre des colorations et des teintes différentes, et puis également d'évoquer un peu en double résonance ce que la père aidance peut provoquer dans son propre rétablissement et ce que la père aidance, du point de vue de celui qui passait l'entretien semi-directif, de ce que ça peut provoquer dans la trajectoire de rétablissement de la personne accompagnée. Donc on a plutôt mené un protocole avec des questions les plus ouvertes possibles. Et ce qui après, par effet d'entonnoir, nous amène à travers des occurrences à aller déterminer des principes clés. Ici, on a 5, mais vous imaginez bien que ça peut être beaucoup plus riche et beaucoup plus dense. Merci. C'est peut-être un pas de côté, en fait. Donc, vous avez beaucoup parlé de la père aidance dans le milieu médical, visiblement, et dans le cadre du rétablissement. Effectivement, c'est là que ça me paraît le plus établi. Mais est-ce que vous feriez un parallèle peut-être avec le milieu associatif qui passe également beaucoup par ce retour expérientiel sur plein d'accompagnements différents, mais également éventuellement, je pensais à l'exemple particulier des alcooliques anonymes avec la mise en place donc, des parrainages et qui peuvent justement avoir une réelle influence dans un accompagnement au jour le jour de la personne. Est-ce que ça rentrerait dans ce genre de pratique? Alors, plus que de rentrer, c'est à la racine même, c'est les premiers soutiens mutuels à travers les associations d'alcooliques anonymes. Donc, on est parfaitement dans ce secteur. Moi, finalement, j'ai beaucoup travaillé ces dernières années sur les questions du travail social.
Donc on est dans ce mouvement associatif, et quand on parlait tout à l'heure du pouvoir d'agir, c'est aussi accompagner des personnes concernées, adhérentes à des associations, à devenir aussi porteurs d'une compétence et à les positionner finalement en experts du récit de vie. Donc on est tout à fait dans ces mouvements-là que vous évoquez, complètement. Et finalement, la question du médical, finalement du cure, de l'approche médicamenteuse, arrive finalement en second temps. Et aujourd'hui, c'est la question du décloisonnement des pratiques. Comment se faire rencontrer des équipes pluriprofessionnelles pour travailler la question de la pérédance, justement dans différents secteurs transversaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore un tout petit peu de temps. Non? Ben, écoutez, alors on va clôturer. Merci. Avant que vous leviez, on va faire la pause, mais on va faire aussi la photo de groupe. Voilà, donc je voulais vous informer de la photo.